Le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Même les Ivoiriens qui sont supposés ne pas beaucoup s'occuper de notre politique ont posté les photos de Niad Djifendi Marcel avec Kavaye Yege Djibril. Même les Ghanéens qui ne s'occupent pas de la politique des pays d'Afrique francophone sur leur réseau ont posté pour se moquer de la gérontocratie du Cameroun les photos de Niad Djifendi tenant à peine debout, ayant toutes les difficultés de locution et finalement réélu comme président du Sénat. Au fond de l'Afrique du Sud, où je croyais qu'on ne s'occupait pas de la politique camerounaise parce qu'ils sont beaucoup plus développés et regardent beaucoup plus ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et autres grandes nations, j'ai retrouvé sur les sites les photos de Niad Djifendi, de Kavaye Yege Djibril et de Paul Biya. Et pourquoi donc? Parce que le Cameroun détient le record désormais d'avoir les dirigeants les plus âgés de la planète Terre. Le Cameroun, un pays qui est reconnu comme rempli de jeunesse, rempli d'intellectuels, est malheureusement entre une clique de vieillards qui ne voudraient pas quitter le pouvoir, s'accrochant comme des morts vivants sur leur fauteuil à eux réservé par le dieu de la nation, Paul Biya, qui en fait à sa tête. À la tête du Sénat, c'est donc un de ses camarades, un de ses amis, qui a à peu près le même âge que lui. Il a 88 ans aujourd'hui. Niad Djifendi Marcel, il arpente l'administration camerounaise avant l'indépendance. Niad Djifendi est donc le président du Sénat, lui qui date de l'époque coloniale et qui pourtant a eu à diriger tout ce qui pouvait exister au Cameroun et qui aujourd'hui ne parvient même plus à pouvoir rester là pour présider ne serait-ce que la moindre réunion, d'autant plus qu'il est désormais abonné en CDI à l'hôpital américain de Paris. Qu'à cela ne tienne, le champagne a coulé parce qu'il est passé au score, avec un score à la soviétique, n'ayant d'ailleurs aucun concurrent. À côté de lui, Kavaye Yege Djibril, lui, il arpente l'Assemblée coloniale depuis 1958, alors qu'il est né en 1940. Kavaye Yege Djibril, qui peut justifier au moins qu'il a certainement eu à faire le cours préparatoire dans une école buissonnière, et donc c'est lui qui est habilité à dicter la loi, à faire des lois à un pays où pratiquement tout le monde est docteur en droit. Mais c'est Kavaye Yege Djibril qui a été choisi par Paul Biya depuis 1992 comme président de l'Assemblée nationale. Quand on essaie de faire dans le bilan, on se retrouve avec un président de la République né vers 1933
parce que Biya ne peut pas justifier son âge et parce que ceux qui l'ont connu au séminaire, au petit séminaire d'Akono, qui était plus petit que lui, curieusement, ils sont morts depuis et étaient plus âgés que lui sur papier. Paul Biya est le seul président qui peut nous justifier qu'il est effectivement né le 13 février 1933 dans un village où il n'y avait aucun administrateur ou aucun centre d'état civil, à une période où les âges ne se fixaient que dès qu'on partait se baptiser, soit à l'église. Et là, on vous mettait sur un registre. Donc, on pouvait arriver avec un enfant qui a déjà 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et c'est à partir de là qu'on lui donnait de l'âge. Donc, imaginez donc que Paul Biya, né en Vomeka, où il n'y avait pas de centre d'état civil, nous disent qu'il est né en 1933, ajoutez donc peut-être 10 ans sur ça. À part lui, et ce que je viens de citer, nous constatons que au niveau de la police camerounaise, le délégué général à la sûreté, M. Martin Bargamngele, est né en 1932. Donc, il est né de Paul Biya. Il est entré à la police à l'âge de 18 ans, nous dit-on. Imaginez donc que lui, qui est supposé diriger la police, qui doit avoir un pas alerte, doit toujours être en alerte, qu'il est donc âgé de 90 ans. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on essaie de voir celui qui doit déclarer que le président de la République est élu et qui a été désigné par le même président au Conseil constitutionnel, le cher Atangana, qui ne connaît qu'un seul mot, que tout le monde peut reciter au Cameroun, eh bien, regardez son âge. Lui aussi, il côtoie les hommes du Moyen-Âge. La Cour constitutionnelle, avec les Joseph Oona, regardez leur âge. La moyenne d'âge, c'est 87 ans. Quand on essaye de regarder d'autres corps, où on se dit, peut-être que ça pourrait encore marcher, on voit pratiquement que le Cameroun, c'est un musée. Un musée où pourtant le président de la République est celui qui, chaque 10 février, le seul au monde à faire un message à la nation en prétextant que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, mais où il ne fait que recycler des vieilles marmites, des outils jetables ou alors récupérables dans les poubelles, des hommes qui ne peuvent même plus entendre, ne voient plus, dorment avec la bouche ouverte, sont en train, bien sûr, de baver en pleine assemblée, se lèvent étant appuyés par des autres, ayant Alzheimer, ne se souvenant même plus des noms de leurs enfants ou de leur épouse. C'est eux qui dirigent le Cameroun. Et la jeunesse applaudit. La jeunesse dit, il faut s'attendre parce que on respecte les patriarches chez nous. La retraite n'existe donc pas parce que le patriarche, son poste est clé. Et pourtant, ils sont arrivés au pouvoir quand ils étaient jeunes. Paul Biya a été conseiller à la présidence à l'âge de 29 ans, qui oublie
que Amadou Ahidjo était président de la République à 25 ans, qui ignore que l'Assemblée nationale du Cameroun avait le plus jeune député et le plus jeune ministre en Afrique. Oui, ce député-là n'avait que 23 ans, originaire de l'Ouest. Kamdem Nyim. Je vais y revenir. Il était populaire. Il siégea à l'Assemblée et de surcroît, il fut nommé ministre. Toute l'Afrique nous enviait. Avec cette dynamique, avec cette façon de renouveler la classe politique, avec tout ce monde qui faisait la fierté de développer le pays et avait des forces pour pouvoir faire avancer des choses. Aujourd'hui, on est dans le dortoir, dans le mouroir, dans le dépotoir, avec des gens qui portent des couches comme s'ils étaient dans l'urinoir. Même quand ils sont au perchoir, même quand ils sont positionnés si au perchoir de l'Assemblée nationale. Voilà ce qui, aujourd'hui, est devenu le Cameroun. Et le comble de gâchis, c'est que ces gens sont soutenus par certains jeunes qui font partie de cette assemblée. Certains jeunes qui ne veulent pas voir d'autres jeunes évoluer. N'a-t-on pas entendu comment est-ce que, en 2003, quand aussi Joshua est élu à l'Assemblée nationale avec des grands slogans, oui, il y aura le fédéralisme. Oui, il était jeune. Et on croyait qu'il allait changer quelque chose. Non. Il s'est plutôt mis à la remorque de Kavaye Yege Djibril, de Grégoire Ouna, de telle sorte qu'aujourd'hui, le SDF est devenu l'antichambre, ou plutôt le dortoir du RDPC. N'a-t-on pas vu des gens nous vendre le nouveau Macron du Cameroun, à savoir Cabral Libye, que oui, c'est la dynamique qui est en train d'arriver, il a de bonnes idées, il va tout balayer, oui, c'est lui qu'il faut, il va diriger. Mais que voit-on aujourd'hui lorsqu'on sait que non seulement il est arrivé à l'Assemblée, s'est accroché à un petit poste pour son pognon, et puis est en train de justifier l'injustifiable. L'injustifiable est que un député de l'Assemblée nationale, qu'on voit sur le terrain, qu'on voit du côté du peuple, qu'on voit dénoncer les malversations, à savoir Jean-Michel Nietzsche du SDF, a décidé de se présenter, de défier Kavaye Yege Djibril. On s'attendait à ce qu'il puisse avoir le soutien non seulement d'autres jeunes, comme Joshua aussi, mais comme Cabral Libye. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Non seulement on se moque de lui, il est victime de railleries parce qu'il a récolté un seul suffrage sur 148. Oui. Et il y avait 161 députés qui devaient voter. Et on se rend compte que Joshua aussi, qui fait partie de l'opposition, n'a pas eu une seule voix. Donc, il s'est voté lui-même. Faisant une sortie, le président du PCRN, Cabral Libye, a voulu nous faire avaler une patate chaude en nous sortant un article 17 du règlement de l'Assemblée nationale qui dit que les commissions ou alors les groupes parlementaires ne sont pas concernés par l'élection du bureau définitif. Oui. Et qu'ils n'étaient pas au courant, d'autant plus qu'ils avaient fait une réunion que monsieur ou alors l'honorable Nietzsche
allait se présenter comme candidat à l'élection pour le perchoir à l'Assemblée nationale. Et du coup, il nous justifie que ses collaborateurs, ceux-là qui le suivent et qui ont prétendu qu'ils formaient une coalition de l'opposition, avaient décidé de voter bulletin nul, donc bulletin blanc, ne pas accorder de suffrage. Vous le savez très bien, on le dit en français, qui ne dit rien consent. Un bulletin nul, cela veut dire tout simplement que oui, je vous laisse faire, allez-y de l'avant. J'ai donc lu avec beaucoup d'attention ce brouillon. Et j'ai eu un pincement au cœur. Parce que j'ai vu, même quand on est militant du PCRN, même quand on a son enfant, même quand on a son frère, même quand on a son ami, au nom de la dignité, de la vérité, on se doit de lui dire non, tu t'es trompé. Ton explication n'a pas lieu d'être parce qu'elle est confuse, diffuse et vient encore discréditer ce que vous avez prétendu représenter. Je voudrais juste dire que ma déception est beaucoup plus énorme parce que ce sont des jeunes qui parfois sont dans la débrouillardise, prétendent vouloir le changement et qui préfèrent aller se moquer des militants du MRC, préfèrent aller attaquer celui qui a osé, c'est-à-dire que l'honorable Joshua aussi, au lieu d'imposer des questions à leur propre camp, la question qu'il devrait poser à Cabral Libby, c'est que oui, tu n'étais pas au courant. Alors, du moment où tu vois qu'il y a donc un candidat, est-ce qu'on ne peut pas le soutenir? D'autant plus que c'est lui-même qui est passé par RFI pour venir nous vanter cette grande coalition qu'ils ont appelée le 11 mars 2022. Ils ont baptisé cela l'Union pour le changement. L'Union pour le changement. Avec 4 partis politiques, dont le SDF, le PCRN, l'UDC et l'UMS. Comment se peut-il donc que 16 députés de l'opposition, ils voient le nom de leurs camarades, ils ont dit que nous formons une coalition. Après, finalement, ils disent que non, on va suivre le bulletin nul parce qu'on ne savait pas qu'il devrait être là. Cela veut dire tout simplement que si aujourd'hui, je me retrouve là, dehors, je trouve mon enfant en difficulté, il est en train de mourir, il demande secours, je vais dire, je ne t'apporte pas secours parce que je ne savais pas que tu étais dehors ou que tu es sorti. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que lorsque Cabral Libby le dit, il veut faire sa démonstration par l'absurde. Parce qu'il dit, eh bien, tous nos députés, tous ceux qui sont dans la coalition, nous ont suivis à une large majorité. Et cette large majorité, c'est qu'il y a eu 12 bulletins nuls. Or, il y avait 15 députés dans la salle. Cela veut dire qu'il y a 3 députés qui ont voté Kabaye, Guégué, Djibril pour trahir Jésus. Il y avait combien d'apôtres? 12. Un seul là suffit. Un seul là suffit. C'était Judas Iscariote. Et il y a un proverbe africain qui dit une seule dent pourrie fait sentir toute la bouche. Qui sont les 3 députés donc qui ont voté pour Kabaye, Guégué, Djibril alors que Cabral Libby est en train de vouloir nous mettre dans le tympan
nous faire un lavage de cerveau ou un bourrage de cerveau, que ces troupes ont suivi les directives. 1. 2, c'est le pluriel. 3, mais c'est trop. Qui sont-ils? Pourquoi ceux-là ne se sont donc pas retournés pour voter pour le candidat de l'opposition? Ah, ils n'ont pas voté pour Jean-Michel Nietzsche. La bosse, comme la cicatrice au milieu du front, ne se cache pas. Voilà la vérité. C'est qui, depuis l'élection présidentielle de 2018, ont prétexté qu'ils voulaient faire une coalition pour vaincre Biya. Ceux qui nous ont dit que c'était tantôt le MRC qui refusait de faire la coalition, que c'était tel ou tel autre parti qui voulait faire la coalition. Les voilà devant exposés comme des démons. Avec leurs petits arrangements aux petits oignons, pour du pognon. Oui, quelques millions. C'est de ça qu'il s'agit. Le prix de la trahison. Qu'on nous explique aujourd'hui, comment se peut-il donc que dans la constitution du bureau, qui on voit Cabral Libye. Cabral Libye, encore lui, il est parmi les 12 secrétaires de l'Assemblée, donc du bureau définitif. Mais il est arrivé là par hasard, il n'était pas dans la salle. Il l'a fait comment pour arriver là? Et puis, qui est-ce qu'on voit? Parmi les 4 questeurs, qui on voit? Joshua aussi. Donc voilà 2 leaders de l'opposition qui prétendent combattre un régime, un pouvoir totalitaire, sanguinaire, et qui travaillent en même temps avec ce régime-là, refusent de soutenir un candidat de l'opposition et prétendent que non, parce qu'il n'était pas au courant. Mais comment il a fait pour être là, puisque il a été reconduit, comme Joshua aussi? Qui donc a voté pour le RDPC? Bon, pour Kabaye. On comprend donc que Joshua aussi, même ces députés, les députés du SDF, ont crânement démontré qu'ils étaient du SDF, du RDPC. Cabral Libye travaille avec le président de l'Assemblée, c'est son ami, c'est son père. Qui s'assemble, se ressemble. Vous ne pouvez pas justifier une chose que vous avez boycotté, donc vous avez décidé de faire les bulletins nuls. Alors que vous étiez en train de dire que le MRC a refusé d'aller à l'Assemblée. Il fallait qu'ils aillent à l'Assemblée. Mais vous êtes à l'Assemblée, vous ne votez plus. Mais vous êtes donc parti faire quoi à l'Assemblée? Vous êtes à l'Assemblée, vous mettez maintenant les bulletins nuls. Mais si vous mettez les bulletins nuls, mais restez au quartier. Ça sert à quoi d'aller mettre les bulletins nuls? C'est ça. C'est avec ça que vous allez faire passer les lois. Les bulletins nuls, c'est avec ça que vous allez changer la gouvernance. C'est avec ça que vous allez renverser le RDPC et en travaillant avec le même RDPC. Vous prenez des gens pour qui? Pour des totos? Soyons sérieux. La réalité est là, mesdames et messieurs. Ces gens vous mentent. Ils ne sont pas des opposants. Ils sont là pour l'argent. Point. Et d'ailleurs, Kamaye Djibril n'avait pas manqué de le dire déjà. En plein hémicycle, lorsqu'un député de l'opposition voulait jacasser, il était du SDF. Il avait dit, je t'attends dans mon bureau quand tu viendras encore me demander des missions. Je sois ici. Et bien sûr,
est dans les mêmes missions. Cabral Libye a fait des marchés, tout le monde le sait. Je parlais d'ailleurs des achats de conteneurs au niveau du stade de Lembe. Pour élire le bureau définitif de l'Assemblée nationale, on fait des consultations et des compromissions. Et tous les membres du bureau s'entendent. Tu me donnes quoi? Je te donne quoi? C'est comme ça. On ne peut pas désigner quelqu'un qui n'est pas dans la mangeoire. C'est Cabral Libye est là, qu'il assume, comme le fait Bello Bouba, qu'il est dans la mangeoire, qu'il ne vienne pas distraire des Camerounais que je suis dans l'opposition, je suis jeune, je suis ceci. Non, la trahison ne regarde pas l'âge. Les Maï Matib étaient jeunes. Ils ont trahi. Judas Iscariote, comme je le disais, était jeune. Il a trahi. Je ne peux pas. Peut-être je vais y revenir sur certains dossiers concernant les dirigeants des partis d'opposition, avec des documents pour vous montrer jusqu'où ils sont impliqués, même s'ils utilisent les prête-noms. Vous avez d'ailleurs suivi, pendant les détournements du Covid, certains noms ont été cités alors que ces noms-là appartiennent aux partis d'opposition. Ce qui est très grave, c'est que les populations ont souvent eu confiance à ces oppositions, jusqu'au sacrifice suprême. On se souvient comment est-ce que les militants du SDF, lorsque Fundi lançait « Power !» Power! Power! Les gens se voyaient au ciel, les gens se voyaient étudier. On croyait qu'on avait affaire à un brave individu. Et il a suffi qu'il serre la main de Biya pour que tout se transforme. Même la femme de Fundi était prise en charge par le gouvernement camerounais. Lorsqu'elle est venue se soigner ici, elle est morte ici. Fundi lui-même, il avait les voitures diplomatiques alors qu'il n'est pas membre du gouvernement. Et n'était même pas député en ce moment-là. C'est pour vous dire des liens étroits entre le SDF et le RDPC. On l'a d'ailleurs vu pendant le congrès. On a vu Grégoire Ouona, Titi Sédioua, les barons du RDPC, dans la maison du parti du RDPC. Et c'est là où le SDF organise un congrès. Vous vous rendez compte? Un grand parti comme le SDF ne peut pas choisir même un hangar. Ils vont dans la maison du parti RDPC, le parti au pouvoir, et ils disent qu'ils sont de l'opposition. Fundi est assis et la photo de Paul Biya est accrochée au-dessus. Juste là. Joshua aussi est à côté, à sa droite, à sa gauche plutôt. Ouona est à sa droite. Grégoire Ouona, qui est du comité central du RDPC, il est là, en plein congrès. Là, vous devez prendre des décisions. Titi Sédioua est là. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que ce monsieur est devenu riche chaque fois en vendant les populations, en vendant l'opposition. Je suis aussi, par voie des conséquences, est entré par des mêmes raccourcis. Et le résultat est là. Le SDF, grand parti politique, qui a fait rêver les universitaires, la jeunesse, les vieillards, le Cameroun entier. À la dernière élection, le SDF était presque dernier avec 3%. Oui, 3%. Une honte. Regardez la dégringolade à l'Assemblée nationale. Peau de chagrin. Tout s'est fondu. Fondu comme neige au soleil. Ce SDF, entre les mains d'un grand bouffeur, cet hippopotame qu'on appelle Joshua aussi. Bobo mange tout. Voilà Bobo mange tout du SDF qui est là depuis des années et que les gens ne savent pas comment est-ce qu'il a fait pour arriver là.
Oui, son père est de Kumba, sa mère est suisse. Ne voit-on pas la relation? Comment est-ce qu'il atterrit au SDF? Et pourquoi est-ce qu'il est riche? C'est grâce à Paul Biya. C'est Paul Biya qui a fabriqué Joshua aussi. Puisque Joshua aussi, qui est né, je crois, le 12 décembre 1968, a fait un peu dans l'aéronautique. Il était un simple employé à Lufthansa, c'est-à-dire une compagnie allemande. Et il se retrouve dans son pays d'accueil, qui est aussi dans son pays. C'est pas son pays d'accueil, c'est quand même son pays aussi. Pour lui, il peut avoir deux pays, il peut avoir la Suisse, il peut avoir le Cameroun, ça ne gêne pas. Bon, voilà. Quand on a une maman suisse, on est quand même suisse. Il faut se dire que quand il est en Suisse, il va travailler dans une compagnie de transport aérien, c'est-à-dire que quittant de Lufthansa, et puis il va se retrouver sur Swissair où il va, je crois, faire 5 ans. En 98 donc, parce que c'est ça, il commence son travail en 88. En 98, Joshua aussi se retrouve donc être à la tête d'une entreprise que lui-même a créée et qu'il va baptiser ATM, qui est à l'origine de la montée de Joshua aussi, non seulement à Swissair, mais qui finance ATM. C'est Paul Biya. ATM, c'est Africa. Je crois que ça doit être transporteur and management. Transport and management. Qui finance ça? C'est Paul Biya. Et pourquoi Paul Biya finance ça? Parce que cette structure va permettre à Paul Biya et à Joshua aussi de monter un réseau mafieux pour la location des avions. Parce que Paul Biya, à une certaine période, n'a plus voulu utiliser les avions d'Ahidjo. Il faut se dire que quand Ahidjo quitte le pouvoir, il laisse 2 avions pour la présidence de la République. Un s'appelle le Pélican, l'autre s'appelle Hirondelle. C'est vrai que c'était déjà quand même des avions qui étaient assez amortis avec plus de 4000 heures de vol. Mais Paul Biya, au lieu d'acheter à cette période-là un avion, il décide plutôt d'aller en location, d'autant plus qu'il se trouve à Genève, au village de Joshua aussi, ou de la mère de Joshua aussi. Et c'est là où ils vont monter cette histoire qu'il faudrait que c'est lui qui joue l'intermédiaire au niveau de la location de ces avions. Comment il peut donc être l'opposant à Paul Biya? Regardez par exemple en 2013, quand Joshua devient député à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver quand même devant une situation grotesque où les locations d'avions au palais d'Etoudi vont monter de façon crescendo, pyramidale. On va se retrouver avec des factures au mois de mai. Oh, non, au mois de juin. Juin 2013, la présidence de la République loue un avion en passant par la société de Joshua aussi, qui a aussi une autre société qui fait donc comment est-ce qu'on peut dire les marchandises et consorts et tout ça. Il travaille avec Swissport, celui-là. Joshua aussi va sortir une facture de 832 millions pour la location de l'avion de Paul Biya. Par la suite, 2 semaines, Joshua aussi sort encore une autre facture de 468 millions. Regardez donc celui que vous appelez opposant, Joshua aussi. Comme je l'ai dit, Bobo et mange tout. Bobo et mange tout. Il prend plus d'1 milliard. Il fait la surfacturation pour venir faire semblant de devenir un opposant. Regardez donc ce qui s'est passé pendant l'élection de 2018. Qui a soutenu Paul Biya? Alors que l'opposition misait sur une coalition, Joshua s'est fui. Comme aussi Kabla Libi. Ils ont fui, ils ont jonglé tout le monde.
Et alors que l'opposition est en train de dire que, bon, écoutez, Maurice Kamto est en train de se plaindre, tel autre est en train de dire ceci et tout, que, effectivement, l'élection n'a pas été transparente. 2 jours après, le 22 octobre, donc le 24 octobre, je sois aussi, lui déjà, dès qu'on avait publié, il disait déjà que non, Paul Biya, vraiment, il a été élu, bon, lui, il admet les résultats, et tout. Et puis, il avait déclaré qu'il est prêt à travailler avec Paul Biya pour résoudre la crise anglophone. Est-ce que la crise anglophone a été résolue? Non. Il était certainement le seul opposant à être invité au devant de la scène à la prestation de serment de Paul Biya en 2018. Grand opposant. Voilà donc. On comprend. Donc pourquoi est-ce que il peut être avec Grégoire Onessi, il peut être avec l'autre là, il peut être machin et tout. Parce que à travers son entreprise, Africa Travel Management, ah oui, c'est ça le nom, Africa Travel Management, il obtient des marchés auprès des billets. Le Cameroun s'est retrouvé avec des factures incroyables. Ça profitait à qui? Donc, ceux qui, aujourd'hui, nous disent que, oh, ils sont des opposants, je dis ils sont sur la même lignée, je dis bien la même lignée que Frondi, qui nous avait aussi fait chanter la même chose et qui, malheureusement, a fait de telle sorte que son parti politique, que les gens s'enfuient comme dans une île déserte ou comme dans un lac qui perd de l'eau. Rappelez-vous, des gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition, Pierre Pouemou, qui a l'UMS, c'est-à-dire que il était où? Il était vice-président du SDF. Aujourd'hui, il a son propre parti, même comme lui aussi, il n'a pas soutenu Nietzsche. Rappelez-vous, celle qui a créé le parti CPP, c'est Kawala. Elle était où? Elle était dans le SDF. Rappelez-vous, celui qui est venu s'accrocher à Maurice Kamto et qui, à cause de la famine, et parce que Maurice Kamto a dit je ne vais pas à l'élection, lui aussi il s'est enfui pour aller créer maintenant son parti, qui dit qu'il veut aussi sa part de gâteau. Il a d'ailleurs appelé son parti à part. C'est le Saint-Germain. Il était où? Il était dans le SDF. Rappelez-vous, l'un des cerveaux même du SDF, c'est-à-dire que c'est lui qui a confectionné les textes, c'était le grand frère de Maître Akeremouna, Bernard Mouna, qui était à l'époque au tribunal criminel du Rwanda. C'est lui qui a créé ça. Et c'est lui qui a démissionné. Parce que dès que vous y êtes, vous constatez que c'est un endroit uniquement pour faire des affaires. Ce n'est pas un parti politique qui a actuellement une idéologie. C'est la démagogie, la macro-bourgeoisie. Joshua aussi est une grosse souris. Il récolte à gauche, il récolte à droite. Il profite des fruits de la politique. C'est ça son métier aujourd'hui. Jean-Michel Nietzsche nous a donc démontré qu'il ne faut plus faire confiance à ces soi-disant opposants qui, lorsqu'ils voient leur mandat finir déjà, recommencent avec une idée vaseuse, creuse pour embourber les gens, pour les prendre sur un plat de miel qui est déjà vide, juste en disant « Attendez, c'est moi qui vous défends, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire... » Ils n'ont rien fait. Dites-moi à quoi a servi l'opposition dans l'Assemblée. Qui peut me dire ce que
l'opposition a eu à créer comme dynamique, à changer comme loi, ou à proposer comme loi. Ont-ils même la parole là-bas? Donc, ils sont des faire-valoir. Mais ils savent que, puisque eux tous, ils ont déjà des belles joues arrondies. Et d'ailleurs, Cabral Libye le disait que oui, je vois quand même que je suis... Il peut maintenant voyager, venir rencontrer des gens ici, de faire des collectes. C'est du business. C'est du business. Oui. L'Assemblée nationale, le Sénat sont tout simplement des instruments de détournement de fonds. Ce sont des instruments de dilapidation des deniers publics. Parce que ces gens ne servent à rien. Ces gens n'ont jamais résolu le moindre souci d'un Camerounais. Leur souci, c'est leurs indemnités qui doivent être en permanente augmentation. Leur souci, c'est des bons de carburant. Leur souci, c'est voir accès au marché public. Leur souci, c'est rester là à vie. Et puis, comme je le dis, dans cette mare, c'est là où sévit ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs. Puisque non seulement ils détournent des fonds, mais ils se transforment même en braqueurs. Parce qu'ils connaissent où sont les plus grands voleurs qui siègent là, parmi eux, et où ils gardent leur argent, qui est souvent dans leur maison, dans leur coffre-fort, sous leur matelas. Chaque jour, on entend des cris de ceux-là qui pourtant prétendent être de bonne moralité, nous donner l'exemplarité, créer, voter des lois, mais qui malheureusement sont des hors-la-loi. Qui pouvaient imaginer que le plus grand voleur de l'heure actuelle au Cameroun devrait être un homme réfugié au Sénat, qui pouvait imaginer qu'un baron du régime, celui-là que tout le monde salue en baissant, en se courbant, que c'était un bandit qui vole de l'argent de la République et qui lui-même se fait voler. Oui, Michel Meva-Mobutu, la honte du Sénat, la honte d'une institution pourrie, la honte d'un conglomérat de vrais, soi-disant, qui sont là pour le peuple. Michel Meva-Mobutu, son dossier fait mal au cœur. Surtout en ce moment où le peuple est à sec, les caisses de l'État complètement vides, au moment où les institutions de Bretton Woods sont en train de nous étrangler, au moment où beaucoup de personnes sont jetées dans la rue, revendiquant ne serait-ce que le minimum, leur salaire, qu'on nous apprenne que quelqu'un qui siège dans ce Sénat-là, qui est là depuis sa création, qu'il soit aujourd'hui mêlé dans des histoires de gangs de malfrats avec des millions. Et surtout, ce n'est pas seulement la première fois, puisqu'il est habitué à voler des milliards. Michel Meva-Mobutu, le renard de la République.